Abri d'urgence, Starter. L'habitat choisi par ce groupe est conçu pour une mise en œuvre dans les pays dont le climat permet une amplitude thermique élevée entre le jour et la nuit. Cette amplitude offre la possibilité d'utiliser l'inertie du sol combinée à une épaisseur pour créer un déphasage thermique jour-nuit, régulant le confort thermique intérieur. Ce principe étant la base même du projet sélectionné. Cependant, pour que celui-ci fonctionne, il faut également une composition de sol particulière, à tendance plutôt argileuse, afin d'avoir une bonne capacité de stockage de la chaleur. C'est pourquoi la Mongolie, avec son climat continental sec et semi-aride sur la plupart du pays, a été choisie. Starter est un projet qui se base sur l'utilisation de 3 matières premières. 2 d'entre elles sont issues de l'importation telles que le bois, sous forme de madriers et de tasseaux, et le tissu ripstop, toile de montgolfière. Ces 2 premiers matériaux permettent de fabriquer la structure du projet et la protection extérieure de celui-ci contre l'eau. Tandis que le 3e matériau, le sol, c'est-à-dire la terre, sert de remplissage pour les parois. Cette terre peut être récupérée du sol nivelé dans un premier temps pour poser les bases de la construction. La terre permet de créer des murs à déphasage thermique, principe le plus important du projet, car il permet la gestion de la température de l'habitat. Ces parois font accumuler la chaleur pendant la journée afin de rediffuser la nuit et inversement en rediffusant la fraîcheur en journée. Afin d'augmenter le stockage de la chaleur par les murs, la toile mise en place en toiture et le long du mur principal sert de mur de stockage afin de créer un effet de serre. Ce mur principal est un mur double qui permet également de créer une ventilation naturelle. En effet, l'air peut circuler au travers de celui-ci, entrant par les bouches ouvertes en bas du mur sur le côté extérieur, circulant entre les 2 épaisseurs du mur, se réchauffant, puis sortant par d'autres bouches à l'intérieur de l'habitat. Mais l'utilisation de la terre donne aussi une autre propriété au projet. L'une d'entre elles concerne l'aspect culturel de la construction sur le plan esthétique. En effet, différentes techniques existent pour créer un remplissage de murs en terre. La technique utilisée peut donc s'adapter à la culture du lieu d'implantation du projet. De plus, la finition de la façade extérieure peut aussi, elle, dépendre de ce lieu et de cette culture. Enfin, la forme rectangulaire que prend le projet permet d'adapter celui-ci au mode de vie solitaire et communautaire, en multipliant et en accolant à volonté les différentes constructions. Ceci laisse donc la possibilité d'agrandir un espace ou de générer une communauté. La réalisation du projet aux ateliers de l'île d'Abo commence tout d'abord par une réunion de groupe de travail. Celle-ci vise à expliquer de façon claire et précise le projet et la manière dont la construction de celui-ci doit être réalisée. Il est alors apparu que le travail devait être réparti sur 2 équipes, qui par la suite diviseraient les tâches par personne. Ces 2 équipes sont formées de la manière suivante. L'une se chargeant du bois avec les membres les plus habitués au projet, l'autre s'occupant de la terre. Les étudiants ont été contraints à se lancer dans la fabrication d'un tamis à l'aide d'une grille posée en billet sur des tréteaux et d'un bac plastique de récupération en dessous. Mais le tamis ayant une maille aérée, les petits cailloux restèrent dans la terre. Il aurait fallu un tamis plus fin. Puis, il a fallu définir les formats des briques à fabriquer, ainsi que le nombre de briques dans chacune des catégories de dimensions. Le travail de la terre commence. Armée d'une pioche et de pelles, celle-ci est extraite du site et mise dans des brouettes pour être acheminée jusqu'à la presse, afin de faire des briques de terre crue. Plusieurs personnes se mettent à la tâche afin d'avoir un rendement satisfaisant. Simultanément, un groupe tente de comprendre le fonctionnement de la presse à main et teste le dosage du mélange de l'eau et de la terre. La presse marche en 2 temps. Premier temps, remplissage du moule et pressage. Second temps, décollage de la brique et sortie de celle-ci par son élévation du moule. La construction de la structure du sol en bois subit un changement puisque l'équipe n'a pu être fournie en platine métallique comme initialement prévu. L'assemblage des différentes poutres est alors effectué à l'aide d'un cadre en bois, tandis qu'un nouveau problème apparaît. Les assemblages triangulaires des poteaux avec les poutres sont abandonnés, car la mise en place des briques dans les murs en serait largement complexifiée. La liaison des poteaux avec les poutres en partie basse est donc modifiée. Au lieu d'encastrer le poteau, une traverse est ajoutée dans les entr'axes des poteaux, au-dessus de la poutre.
Un cadre en bois extérieur est créé afin de contreventer les poteaux et de travailler esthétiquement les angles du projet. Les solives, quant à elles, sont posées contre les poutres de toiture principale et sur les poteaux dépassant des poutres. La structure de la toiture est ensuite fixée. Les pannes de celle-ci prennent appui sur les poteaux d'angle. La trame de la toiture est inversée au regard de la pente pour éviter que l'eau ne s'accumule en créant des cuvettes entre les pannes. En ce qui concerne la terre, la pluie tombée pendant la nuit a rendu celle-ci trop humide. Ce qui change sa tenue est le mélange réalisé pour la presse entre la terre et l'eau. La fabrication des murs en pisé est alors entamée. Le test étant concluant. Cependant, avec la pluie, la tenue du pisé est remise en doute. En effet, dû à la fraîcheur du pisé, le temps de coffrage s'en voit rallongé. Le pisé est réalisé en plusieurs passes, ce qui pose la question des vibrations et de l'éventuel effondrement des murs latéraux lors de la réalisation du mur de la passe centrale. Heureusement, aucun problème n'est survenu à cette étape car le coffrage a pu être laissé. Parallèlement,